Alors, oui, je disais que c'est l'époque de Deng Xiaoping. Est-ce que Françoise, tu peux refaire un petit historique très rapidement, De de la la Chine période. multimillénaire? Non, mais en commençant par, Mao Tse-tung meurt en 1976. Et là, il y a toute une série d'épisodes importants, non? 1978, donc l'ouverture économique qui est prônée par Deng Xiaoping. Deng Xiaoping qui lui-même avait été victime de la révolution culturelle, qui avait été écarté du pouvoir, qui y est revenu. Et puis, on a toute une période qui va se mettre en place très progressivement. Les années 80, on est un mixte en ayant la lutte contre la pollution intellectuelle occidentale, c'est 83, 84, 85. Pour vous donner un exemple, les étrangers qui étaient là, c'était des bureaux de représentation, les banques bien sûr n'existaient pas encore, étaient accusés d'avoir apporté le goût du jeu en Chine en diffusant le jeu de Mahjong. Ça vous donne un calage. On commence à avoir les premiers bâtiments qui vont être des bâtiments de bureaux à Pékin à la fin des années 80, pour les premières tours. Je dis ça parce que c'était une entreprise française notamment qui avait participé à la construction. Et puis 80, c'est aussi toutes ces années de lutte que l'on a en Chine, de manifestations dont on a très peu parlé parce que la presse était peu présente et qui sont des manifestations contre la corruption, contre aussi le décalage qu'il peut y avoir entre le niveau de vie dans les villes et le niveau de vie dans les campagnes, contre des conditions de vie qui sont quand même très, très difficiles. Encore, il n'y a pas d'amélioration, malgré cette ouverture du pays, très peu d'amélioration au quotidien. Pour vous donner un exemple, bon là on est dans la province qui est autour de Pékin, le Hebei, mais pour vous donner un exemple, à Shanghai, les années 80, c'est 4 mètres carrés habitables par personne. Donc la moitié d'une chambre HLM, qui est pour une famille, ça veut dire qu'ils vont avoir une pièce de 12 mètres carrés dans laquelle il va y avoir les parents, l'enfant et peut-être parfois sur une mezzanine, une grand-mère, un grand-père, etc. Donc ça, c'est encore les années 80, avec 89, ce que vous connaissez tous, le massacre de Tiananmen, cette résistance de l'armée qui refuse de pouvoir marcher sur Pékin. Et du coup, l'armée qui vient est celle qui arrive des marges de l'ouest de la Chine. Et puis, la mise en place au début des années 90 d'une complètement autre politique avec ceux qui sont en quelque sorte à Shanghai, ceux qui ont qui ont évité qu'il y ait un massacre à Shanghai, comme ça a été le cas à Pékin, à savoir Zhu Rongji, celui qui va devenir Premier ministre, et Jiang Zemin, qui lui s'était tenu à carreau pendant toute cette période. On ne le voyait pas à la télévision, donc il est appelé à Pékin. C'est lui qui va prendre ensuite les rênes. Et on est dans une période, fin des années 80, début des années 90, où on a encore une très forte surveillance de l'intelligentsia après 89, et c'est ça qui va tomber en 92, avec grand repère aussi, l'ouverture des bourses. Autre repère, c'est le début de la commercialisation des terres et du foncier, de la construction, qui en 92 est annoncé comme allant être le levier du moteur du développement économique de la Chine. Donc cette ligne directrice n'a pas été déçue. C'est bien celle que l'on a vue par la suite, avec le rôle des campagnes qui est celui d'être un peu les amortisseurs, on peut dire, de cette croissance, dans la mesure où on ne part pas nécessairement de la campagne pour aller habiter en ville. On est cette main-d'œuvre qui, à la fois, va chercher de l'argent en ville, commence à consommer effectivement en ville, mais qui retourne et qui revient régulièrement pour pouvoir être cette courroie de transmission entre la ville et la campagne.
Et puis cette croissance continue de se développer. Donc on est surtout à partir de 94-95, les années du film. Et petit à petit, la Chine va commencer à devenir cet atelier du monde, qui est l'appellation qu'on lui donne à partir des années 2000, qui elle-même marque aussi vraiment un saut en Chine. 2001, c'est l'adhésion de la Chine à l'OMC. Adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, sur lequel elle planchait quand même depuis 12 ans environ, peut-être plus, depuis le milieu des années 80. C'est également, entre-temps, la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Donc on est sur un phénomène qui a commencé à se négocier dès le milieu des années 80, avec notamment la visite de la reine en Chine. Et dans un rapport de dépendance économique qui est déjà instauré entre Hong Kong et la Chine dès cette fin des années 80. Quand je dis dépendance économique, c'est qu'en fait, que ce soit en termes d'énergie, en termes de crudité de légumes, de fruits, en termes d'eau aussi, on ne peut plus envisager déjà au début des années 90 cette coupure entre Hong Kong et le continent. Nous, on l'a monté en épingle en 97 parce que, là encore, il y avait très peu de journalistes qui se rendaient sur place pour voir ce qui se passait. Mais on est donc dans cet équilibrage qui se fait, je dirais, de la Chine entre les pays voisins, Hong Kong, Taïwan, Singapour. Je cite exprès les pays qui parlent chinois, donc cette diaspora qui vient investir en Chine et pour laquelle on a d'ailleurs créé au niveau économique une commission spéciale qui est en charge de favoriser les investissements par la diaspora à l'intérieur de la Chine et qui sert de courroie de transmission, elle aussi, cette fois en termes de création d'usines, contribuer à l'éducation, contribuer à construire des universités et puis contribuer à introduire des processus qui sont les processus de l'économie de marché que l'on connaît bien. Donc je suis arrivée là au début des années 2000. Les débuts des années 2000, c'est également aussi, je vous parlais de ce seuil qui a marqué l'année 2001, c'est aussi là où la ville de Pékin, qui depuis déjà une dizaine d'années postule pour accueillir les Jeux Olympiques, réussit son entreprise de charme. Et les Jeux Olympiques donc, sont promus pour 2008, un chiffre qui sonne extrêmement bénéfique et favorable à l'oreille des Chinois, puisque le 8 a cette vertu propitiatoire de pouvoir apporter la richesse, le bonheur, etc. Donc on enclenche là, je dirais, la 4e ou la 5e vitesse, dans la mesure où cette construction et cette urbanisation du territoire devient un leitmotiv sur lequel tout le monde est gagnant. Quand je dis tout le monde est gagnant, c'est qu'à l'inverse d'une situation qui, pour nous, correspond depuis plus d'un siècle à un état de fait, on a la moitié de la population à peu près qui est propriétaire en France, l'autre moitié qui ne l'est pas. Eh bien, en Chine, on avait 90% de la population urbaine, je laisse pour le moment les campagnes de côté, qui n'était pas propriétaire et qui, d'un coup, va accéder à cette richesse que décrit le paysan. Il est plus important de pouvoir avoir la maison que d'avoir la télévision à l'intérieur de la maison. Et donc cet investissement dans l'habitat est à la fois promu par le pouvoir politique, par toute une série de campagnes qui sont dans la presse, que les médias renforcent, campagne dans laquelle on va toujours avoir de manière extrêmement intéressante les tenants du pour et le tenant du contre. On a affaire à une population qui a été propriétaire une génération auparavant et où la propriété a complètement disparu sous le régime maoïste. Donc comment retransformer une population pour laquelle l'habitation, à la vôtre,
pour lequel l'habitation était une prestation sociale en un bien marchand. Donc on a des chercheurs des sciences sociales qui sont régulièrement sollicités pour dire mais quels sont les bons côtés, quels sont les mauvais côtés, etc. Donc cette aspiration à pouvoir construire toujours plus haut, rappelez-vous ce que dit le paysan, ben non, il faut que notre mur soit plus grand, on est là. Et à l'inverse, en ville, la télévision est déjà un élément de confort qui est présent dans les années 80-90 depuis longtemps. On avait un taux d'équipement dans les villes en 90 qui était plus important, je parle de la télé, de la radio, plus important dans les grandes villes comme Pékin, Shanghai, Canton, que dans les grandes villes européennes, Paris, Londres, etc. Et c'est précisément parce qu'il y avait déjà des biens d'équipement que les citadins ont investi de manière à la fois volontaire et contrainte dans des appartements, et des appartements qui sont devenus vecteurs du confort qu'on n'avait pas, des cuisines individuelles, des salles d'eau individuelles, et puis des appartements qui pouvaient être chauffés également. Vous voyez dans les campagnes le nombre d'épaisseurs de vêtements que les gens portent sur eux. On est dans cette culture où on ne chauffe pas la maison, mais on chauffe le lieu où on est, le lit surélevé, vous avez vu, sur lequel la famille dort, mais aussi sur lequel Hermot compte son argent, etc. Et donc oui, tout à fait. On fait passer les canalisations en fait de la cuisine en dessous de cette plateforme sur laquelle les enfants et les personnes âgées passent le plus clair de leur temps. Et puis les adultes, c'est le plus clair de la nuit, ou le plus sombre de la nuit, comme vous voulez. Donc cette transformation, elle est juste en train de se faire sur le film de Hermot. On a encore l'éblouissement dans ce que peut représenter la ville moderne, c'est les télévisions, ces assemblées de personnes devant des murs de télévision. Pour moi, c'est toutes les années 80-90. Et on va brusquement basculer à la fin des années 90 avec le début des années 2000. Donc on est déjà dans un film historique, c'est il y a à peine 20 ans. Pour nous, on serait sur un seuil qui serait beaucoup plus important, un décalage de 2 à 3 générations, je dirais. Là, non, ça s'est fait sur même pas une génération. Est-ce que ça, oui, très bien. Ça te va comme bref rappel? J'ajouterais deux, trois petites choses. La première, c'est effectivement le taux d'équipement. Alors l'expression me plaît pas trop, mais enfin bon, c'est ce qu'on dit toujours des ménages en appareils ménagers et entre autres en téléviseurs. On dénombrait à peu près 6 millions de téléviseurs couleurs au début des années 90, donc 4 ans avant le tournage de la sortie du film, et à la fin des années 90, il y en avait plus de 280 millions. Donc on voit bien que c'est là une explosion considérable. On aura la même chose, j'imagine, entre aujourd'hui et dans 10 ans pour l'automobile. Le parc automobile chinois va considérablement s'accroître, non? En fait, le parc automobile a déjà dépassé les prévisions qu'on pouvait avoir. Donc là, on est beaucoup plus dans des réflexions qui sont autres, de se dire comment travailler sur des véhicules électriques. On est bien sûr dans l'aspiration à avoir une voiture individuelle, mais en même temps... Parce que là, dans le film, elle est absente. Enfin, même dans la ville, hein, même dans les villes, il y a des camions, des camionnettes, des petits autobus, mais il n'y a pas de voiture individuelle encore. Là, on n'est pas dans une ville très importante. On n'est pas très loin de Pékin, mais on n'est pas dans une ville importante. Et effectivement, les voitures qu'on a à l'époque, c'est les voitures de service des grandes administrations, avec les chauffeurs, bien sûr. Ceux qui conduisent les véhicules agricoles et véhicules de transport, comme le vieux camion qu'on a vu, et puis ceux qui conduisent les bus. Sorti de là, il n'y a absolument aucune voiture individuelle. On va commencer à avoir des taxis qui vont apparaître, je dirais, dans des villes comme Pékin et Shanghai. C'est vraiment à la fin des années 80. Sinon, c'est extrêmement rare. Et puis là, cette apparition des taxis va aussi amener une partie de gens qui ont le permis de conduire, puisqu'en fait, pour pouvoir conduire, il n'y avait pas tellement de personnes qui l'avaient, et ceux qui savaient conduire étaient à la campagne. Donc je me rappelle avoir vu arriver des chauffeurs de taxi qui ne savaient ni lire ni compter.
C'est un peu compliqué quand on a après à faire payer. Sans GPS en plus. N'en parlons pas. N'en parlons pas, c'était des voitures qui étaient dans ces petits taxis qu'on appelait des brioches, des voitures brioches, puisqu'elles avaient la forme des brioches, plutôt le pain de mie, en fait, si je regarde les boulangeries ici. Et donc, on le hélait, c'était déjà du taxi collectif. Et ces voitures-là vont disparaître dans les villes, là encore, très rapidement, pour ne se retrouver que dans les villes secondaires, puis après va être interdite de circulation. Donc on a en fait l'organisation d'une modernisation qui se fait par cycle pour introduire progressivement des nouvelles manières de vivre et des nouvelles manières de transport. Alors aujourd'hui, la voiture, vous avez peut-être entendu parler, sinon je vous recommande très vivement d'aller le voir, c'est en accès libre sur le site de Rue 89, le film qui s'appelle Sous le dôme. Sous le dôme est un film d'investigation fait par une journaliste chinoise qui a quitté son poste à la CCTV quand elle a vu, donc à la chaîne nationale de télévision chinoise, quand elle s'est aperçue qu'elle donnait naissance à un bébé qui avait un cancer. Donc elle a commencé à essayer de comprendre quelles étaient les causes de ce cancer. Et c'est là où elle a mené cette enquête sur la pollution en Chine qui s'étale sur un an et demi. Quand le film a été sorti sur les écrans chinois, si on peut dire, c'était au mois de février de l'année dernière. Il est resté en accès libre, donc téléchargeable, pendant 3 jours, primé par le ministre, pas le ministre, un peu plus fort qu'un ministre, un des directeurs de la plus grande université de Pékin, qui s'appelle l'université de Tsinghua, et qui est un conseiller du ministère de l'Environnement en Chine. Être adoubé de cette manière-là, ça veut vraiment dire que tout ce qui est dit est vraiment d'une justesse incroyable. Et après que chacun ait pu le télécharger, le film a été retiré et est maintenant censuré. Donc, puisqu'il est censuré en Chine, profitez-en pour le faire connaître. Il est doublé dans un très bon français maintenant, puisque Rue 89 l'a tout de suite fait paraître à sa sortie, mais il n'était pas très très bien traduit. Là, c'est vraiment extrêmement fluide et il est en accès libre, Sous le dôme, Rue 89. Vous tapez ça et vous avez une idée de ce que représente la pollution en Chine. Et dans cette pollution qu'on a dans les villes, le rôle des voitures joue un rôle majeur. Donc, bien sûr, chacun aime avoir un peu plus de confort, mais il y a une partie de la population aussi qui ne cherche pas du tout à rentrer dans ce système-là. Et puis, c'est de plus en plus une question de rapidité. Et puis, une question de savoir très bien manipuler les nouvelles technologies. Je m'explique. On me disait il y a un mois, mon beau-frère, il aimerait bien acheter une voiture, mais là, il n'est pas assez rapide pour pouvoir acheter à la loterie une plaque d'immatriculation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur le net, sont mis en vente des plaques d'immatriculation. Il y en a un nombre donné. C'est mis en vente aux enchères. Et en gros, le lot qui est commercialisé un mois donné, en 1 heure, c'est fait. Tout est vendu. C'est un peu comme ici, quand vous voulez acheter un billet à la SNCF à 15 €. Ben, là, c'est pareil, sauf que ce n'est pas 15 € le prix de la plaque, c'est plusieurs dizaines de milliers de yuan. Donc celui qui n'est pas assez rapide pour cliquer, il n'a aucune chance de pouvoir avoir une voiture. Donc à la fois on a la conscience écologique, je dirais, d'une partie de la population, et puis à la fois, si on n'est pas né avec un smartphone entre les mains, on a très peu de chances de pouvoir arriver à acquérir une plaque. Donc cette question de la voiture, certes, elle est nécessaire, certes, elle désenclave beaucoup de lieux et beaucoup de provinces, mais en même temps, dans les villes, il y a une telle source de pollution, à la fois par la qualité du pétrole utilisé. Enfin, là, je ne fais que reprendre quelques-uns des arguments qui ont été montrés dans le film, qu'on hésite. Une ville comme Pékin, on ne peut pas avoir plus de 2 déplacements dans la journée, compte tenu de la difficulté de circulation dans la ville. Le métro est plus facile.
Donc c'est là une donne nouvelle et qui a considérablement changé les choses en quelques années. Alors, revenons au film et à ce que tu disais qui est très magnifiquement montré dans le film. Ce ne sont pas des migrations rurales vers la ville de manière longue, mettons pour une année entière, c'est plutôt des allers-retours. Et ça, c'était pour l'ensemble de la Chine ou pour tout dans cette région qui est quand même près de Pékin? Alors on peut le voir en fait chaque région va avoir ses particularités. Alors sur les migrants, je vais faire de la pub pour un livre qui est très bon, c'est Chloé Froissart qui a fait toute une étude récemment sur les migrants. Donc si vous voulez tout savoir sur les migrants, vous allez chercher son livre. Et ce qu'on peut voir, c'est des modes et des vagues. Parce qu'à partir du moment où on a un appartement, eh bien, il faut pouvoir le payer, bien sûr, mais là, il y a tous les prêts et toutes les banques qui sont ingéniées à pouvoir fournir des bonnes prestations pour leurs clients. Mais il y a aussi la nécessité de s'occuper des enfants, de s'occuper des parents, des grands-parents. Donc il y a tout un marché qui va se mettre en place de celles qu'on appelle les aïs, les bonnes, qui viennent, elles, des provinces. Donc il y a certaines provinces qui se sont vidées de toutes les jeunes femmes qui étaient là pour devenir les aïs dans les villes. Il y a également tous ceux qui sont venus, alors souvent c'est des villages qui se vident de manière généralisée parce que c'est l'un qui va faire appel à toute la communauté qu'il connaît pour venir sur un chantier et qui va ensuite faire appel à ses copains, etc. Donc c'est sûr qu'on va avoir ces fluctuations, mais on a aussi des fluctuations qui sont à travers toute la Chine, qu'on a un peu de mal à imaginer a priori parce qu'on nous en parle jamais. Je me souviens d'un chauffeur de taxi, pour donner une anecdote qui moi m'avait marqué. Un chauffeur de taxi, on est à Shenzhen et on lui propose d'aller voir une très belle université qui a été construite à 1 heure de voiture de là, dans une ville qui est devenue brutalement extrêmement dynamique. C'est une de ces villes de la Chine, usine du monde, Dongguan. Et puis, en parlant un peu, on avait 1 heure de chemin, il nous raconte que lui, non, il n'est pas du tout de la région, mais il vient de Chongqing. Chongqing, c'est la région du barrage des Trois Gorges. Et qu'en fait, non, il est parti de là parce que c'était vraiment pas facile de gagner sa vie, puis qu'il avait à nourrir sa famille qui était restée là. Il a commencé par aller dans le Nord. Le Nord, c'est là où on avait les grandes entreprises. Et donc là, on est à la fin des années 90, on est à l'époque du film. Et il a préféré aller là parce que c'était plus facile de trouver un emploi. Et puis, il y avait sa femme qui était là. Puis, il s'est séparé de sa femme. Donc, il fait froid dans le nord, donc il est descendu dans le sud. Donc, c'est à partir de là où il est allé à Shenzhen. Et puis, à chaque fois, il change d'emploi. Ça peut être travailleur dans une usine, ça peut être après travailleur dans les restaurants. Bon, conduire un taxi, on est déjà à un niveau assez élevé. Donc on est aussi avec cette variation qu'on n'imagine pas d'ici, parce que nous, on a en tête nos Auvergnats et nos Bretons, ceux qui viennent de la Creuse, qui venaient comme maçons. Donc on n'est pas dans ce schéma-là exclusivement. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il n'est pas exclusif. Et puis on a aussi toute une population qui, elle, vient à la ville, effectivement, parce que c'est un emploi très enrichissant qu'on peut avoir tout de suite, sont les prostituées, celles qui deviennent prostituées. On connaît les marcheuses de Belleville. Ces femmes qui ont quitté les industries qui ont fermé et qui sont pas des professionnels, qui viennent comme techniciennes, etc., qui perdent leur emploi, qui partent des passeurs, sont arrivés en Occident. Il y a de la pollution ici, c'est pas possible. C'est pour faire l'ambiance un peu pékinoise. C'est pour faire l'ambiance pékinoise. Et puis, on a toutes ces femmes qui viennent effectivement parce que c'est un métier qu'elles vont pouvoir exercer pendant 10 ans, 20 ans, et qui vont revenir chez elles. Celles-là, on n'en parle jamais. Elles arrivent très peu dans les chiffres, et pourtant, elles sont très nombreuses. Ça a été les salons de coiffure, qui sont devenus des salons de massage. Donc, toute une série aussi de professions nouvelles qui se sont créées, de boutiques qu'on ne voyait pas, et qui viennent justement de cette absorption d'une population campagnarde qui s'est retrouvée là
et qui permet ensuite de développer les villages. Justement, alors ça tombe bien que tu mentionnes ça, parce que je voulais vous conseiller un roman que je viens de lire de Jan Lianke. Jan, c'est son nom, Y-A-N, chez Piquier, qui est un éditeur, entre autres, spécialisé sur la traduction d'ouvrages chinois, s'appelle Les Chroniques de Zaï. Et l'auteur l'explique dans sa préface, il a été époustouflé par 100 ans de solitude de Gabriel Marquez, et il a voulu faire le même livre, c'est-à-dire l'histoire de l'urbanisation de son pays, une urbanisation pas au sens statistique, au sens des mentalités, des comportements. Et c'est donc un tout petit village, comme dans le film, c'est-à-dire il n'y a pas de rue goudronnée, il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a rien, etc. Et puis, il y a une voie ferrée qui jouxte ce village, qui est en pente, et du coup, lui, avec des copains, pille les trains de marchandises. Pendant le moment où le train ralentit, il pille des télés, des trucs comme ça, du sucre, du blé, de la farine, etc. Et puis ils le revendent, font du trafic, et puis ils s'enrichissent. Et à un moment donné, la SNCF locale améliore le trafic ferroviaire, et donc le train ne peine plus dans cette montée, il va très très vite, ils ne peuvent plus cambrioler. Eh bien, à ce moment-là, ils inventent la prostitution généralisée. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'histoire de l'urbanisation de la Chine dans ce roman, c'est l'histoire de la transformation de toutes les villes en vaste bordel. Alors c'est une métaphore, j'imagine, hein, bien sûr, et qui montre que c'est le seul moyen de s'enrichir très rapidement, très très rapidement. Pas du tout dans le processus occidental de l'urbanisation, comme tu disais, qui a mis un siècle. Là, c'est en 10-15 ans, on passe de la terre battue à une ville paysagère, du moins au niveau des images, peut-être moins de la réalité. Alors, ça, je laisse de côté ce roman. Je reviens sur une question qui m'a, en préparant cette rencontre, j'ai relu et j'ai lu aussi d'autres ouvrages que je ne connaissais pas. Et il y a quelque chose qui me chagrine un peu, c'est la notion de ville chinoise. Est-ce que il y a beaucoup, même des universités en France, qui ont un cours sur la ville chinoise, Et alors, j'ai pas du tout ton expérience, j'y suis allé que quelques fois, mais je n'ai pas l'impression. Il y a une internationalisation des formes de bâti, des organisations territoriales, mais quelque chose qui serait spécifiquement chinois, je ne vois pas trop quoi. Dans un gratte-ciel, dans une gated community, dans même la manière de réhabiliter ce que les Chinois maintenant prennent aussi en considération qu'est le patrimoine, même si le mot n'existait pas dans la langue, etc. Alors, allez, encore un chapitre de pub. À partir de la fin janvier, vous avez un cours sur les villes et l'architecture chinoise à Langzhou. Ça vous permet de m'écouter tous les soirs, tous les lundis soirs, non. Donc effectivement, qu'est-ce que... Bon à savoir, c'est à quelle heure? C'est... Bonne question. 18h, 19h30. Langzhou, donc rue des Grands Moulins. Oui. Profitons-en pendant tant que l'accès est libre, que les cours ne sont pas payants dans les universités. Donc la ville chinoise, effectivement... Je dirais qu'il y a beaucoup de villes chinoises et comme souvent en Chine, on a tout un éventail de choses qui coexistent en même temps. On n'est jamais dans une logique d'opposition, ce qui nous rend toujours C'est bien, ça nous permet de travailler parce que ça nous permet de raconter une chose et son contraire à la fois. C'est assez pratique, tout en ayant toujours quelque chose à dire. Mais les villes chinoises, on a effectivement la conception des villes chinoises qui faisait l'objet de traités et auxquels de plus en plus on s'appuie maintenant en Chine pour dire mais voilà comment se faisaient les villes chinoises. Quand on voit la ville qui représentait de manière emblématique une capitale chinoise, Pékin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été conçue plutôt, sous les Mongols, c'est-à-dire la dynastie qui n'était pas la plus chinoise, mais qui a repris et qui a mis en œuvre quelque chose qui, moi, m'a toujours frappé par deux éléments, entre autres. L'un, c'est qu'on commence par définir les axes de circulation. Et là, je vois une continuité avec la Chine du XXe siècle, ou du XXIe. C'est-à-dire que la planification actuelle, elle est aussi dans cet esprit-là. On commence par définir les voies de circulation, puis on définit ce qu'on met entre les voies de circulation, mais cette planification qui est à la fois décidée et à la fois, elle ne correspond jamais à ce qui se fait véritablement parce qu'on a des aléas des permis de construire comme partout, on a la corruption un peu plus fort que partout, et on est toujours avec deux choses à la fois.
Eh bien, cette ville, elle commence par définir quels sont les axes de circulation, puis elle va définir quelles vont être des surfaces qui peuvent être constructibles. Et dans cette ville chinoise de Pékin, on se dit, mais comment une trame qui a été imaginée il y a 800 ans a pu rester toujours vivable malgré les transformations? Donc là, ça fait tomber aussi un des points qu'on dit tout le temps. Ah, mais les Chinois, ils ne conservent rien, ils n'arrêtent pas de démolir et de reconstruire. Ah, ben, c'est exactement l'inverse. On a une ville qui s'est adaptée à des transformations pendant 800 ans. Des bâtiments qui changeaient. Et là, c'est intéressant parce que on parle souvent du Japon comme étant celui qui a été le précurseur de l'architecture moderne, des structures poteau-poutre, etc. Or, le Japon l'a emprunté à la Chine. Donc on est en fait dans cette très grande malléabilité du bâti, dans lequel on va avoir beaucoup de fonctions différentes, qui permet du coup d'avoir des transformations au cours du temps. Et cette caractéristique-là, je dirais qu'on la voit encore aujourd'hui. Si je cherche à voir qu'est-ce qu'on a en commun, ça me paraît intéressant de raisonner sur qu'est-ce qui est des continuités, qu'est-ce qui est des ruptures entre Chine ancienne et Chine contemporaine. Donc la ville chinoise, on peut peut-être la voir comme ça, mais je pense aussi à d'autres types de villes, toutes les villes qui n'ont pas été des villes administratives et donc cherchant à répondre à ces critères très codifiés, sont des agglomérations qui se sont développées comme beaucoup de bourgs marchands en Europe et qui se sont eux aussi développés par des extensions, par des substitutions, tous les processus que l'on peut connaître. En revanche, ce que l'on va avoir là aussi très distinct par rapport à des villes occidentales, je prends des grandes villes commerçantes, on n'aura jamais Venise. On n'aura jamais les villes hanséatiques. Parce qu'en fait, l'enrichissement ne se montre pas. Il est resté à l'intérieur. C'est à partir du moment où on rentre dans un espace qui est un espace plus ou moins privé, qu'on peut commencer à voir quelle est la puissance du lieu. Mais de l'extérieur, on ne le voit pas. Donc, on peut effectivement commencer à décliner toute une série de particularités que l'on va voir sur la ville chinoise si on commence à s'abstraire de la forme. Alors, dans le livre que Françoise a publié l'an passé, qui s'appelle « Shanghai, l'ordinaire et l'exceptionnel », chez Buchet-Chastel, vous pouvez l'acquérir tout à l'heure, tu évoques l'exposition universelle de Shanghai de 2010, dont le thème était quand même une meilleure ville pour une meilleure vie. Alors comment ça se traduisait? Qu'est-ce qui est sorti de cette exposition universelle qui a déjà 5 ans d'âge? Alors ce qui est intéressant à mes yeux, c'est des processus qui ont eu lieu avant. Et dans ces processus, il y a un web docu que moi je trouve absolument exceptionnel et que vous pouvez voir sur le site du CUEJ. Le CUEJ, c'est le Centre universitaire d'études du journalisme à Strasbourg, ça dépend de l'université Schumann. Et on a là une équipe de jeunes chinois et français qui en fait ont mené des ateliers entre 2005 et 2010 à Shanghai. Donc un atelier, c'est-à-dire ils sont sur place, ils doivent faire des émissions pour papier, radio, télé. Et ils vont sur le site de l'exposition universelle, donc c'est plusieurs kilomètres carrés, et ils interviewent les gens. Donc ça a donné quoi comme web docu? Vous avez à la fois une carte, des lieux et des personnages qui sont allés interviewer. Donc comme ils les interviewaient avec le relais de jeunes Chinois, vous avez un matériau absolument hors pair. Ils ont affaire aussi bien aux politiques qui ont travaillé dessus, et dans ces revendications, on le voit justement dans le film, il y a l'urbaniste en chef qui était chargé de la planification générale qui décrète « J'ai réussi à pouvoir faire en sorte qu'on conserve des bâtiments et qu'on les réutilise et à limiter l'éviction d'un certain nombre, j'ai plus le chiffre en tête, j'ai pas la mémoire des chiffres, mais d'un certain nombre d'habitants. On aurait pu faire plus, mais qu'on soit déjà arrivé à faire ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Donc, c'est pour ça que je parle de processus et de ce qui a pu être exceptionnel dans l'exposition, c'est déjà ça. Alors après, il y a tout ce qui est montré.
Comme souvent en Chine, c'est la culture du chiffre. Donc, il s'agissait bien sûr d'avoir plus de visiteurs qu'à la dernière exposition qui était au Japon, d'avoir toujours plus de quelque chose. Bon, ça, c'est pas ce qui me paraît le plus important. Ça a été aussi la possibilité de pouvoir mener des recherches expérimentales. Donc, comme un peu tout processus, comme une ville qui devient capitale culturelle et qui du coup va investir, on a cet investissement-là et ça a donné lieu en termes de recherche à des échanges qui ont pris une dimension qu'on n'a pas eue pendant les décennies précédentes. Donc, je dirais que moi, c'est les éléments que je retiens. C'est sûrement pas les éléments qui vont être donnés par un public chinois, mais c'est ceux qui, à mes yeux, permettent de faire partager beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement. Alors, dans ton livre, tu évoques quand même la question des... Alors, je prononce certainement mal, des lilongs. Parfait. Ah bon, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, les lilongs, c'est vrai que c'est un sujet qui m'est familier parce que quand j'ai commencé à étudier Shanghai, bon, il y avait plein de bâtiments historiques, mais tous abritaient des institutions d'État. Donc, je me disais, je ne vais jamais pouvoir mettre les pieds dedans. Tandis que si je me faisais passer pour une étudiante, ce qui est le profil qui permet en France de passer partout, en Chine c'est pareil. Donc en me faisant passer pour une étudiante, rentrer chez les uns et les autres, chez les gens, c'est le plus facile. Et puis c'est là où c'est passionnant parce qu'on sait comment les gens vivent. Alors des fois, ça peut amener à des situations qui sont un peu compliquées à gérer, mais enfin, il y a plus difficile. Quand on m'a dit « Ah, tu es étudiante à telle université, tu dois connaître tel et tel prof », j'ai prétexté un rendez-vous assez important pour pouvoir quitter et ne pas être confrontée à il fait quoi comme cours et alors qu'est-ce qu'il a dit et ainsi de suite. Donc ça c'est assez facile de pouvoir rentrer chez les gens et c'est comme ça que j'ai pu voir très concrètement ce qu'il en était. Et alors les lilongs c'est quelque chose d'assez étonnant. On est sur de l'habitat à cour. Alors l'habitat à cour, nous on connaît, les courets, oui, les maisons autour d'un patio, oui. Vous prenez tout le faubourg Saint-Antoine, c'est la même chose, mais en un peu moins dense en termes d'habitation. Et là où c'est passionnant, c'est qu'on est sur une forme urbaine qui est une forme que l'on va trouver de manière rurale dans les provinces voisines. Et on est du coup sur un phénomène de lotissement qui s'est fait pendant un siècle à peu près, de l'ouverture de la Chine à l'Occident. Donc c'est 1842, le traité de Nankin. Shanghai commence à devenir un port ouvert pour les échanges. Et on est à cette époque-là, retraçons rapidement, dans une période de troubles intérieurs chinois extrêmement violents. Vous avez le mouvement qui porte très mal son nom, celui de la Grande Paix, les Taiping, qui a provoqué, on ne sait pas exactement, mais sur la région Shanghai, le Zhejiang, Jiangsu, 40 à 60 millions de morts. Vous imaginez la France de l'entre-deux-guerres qui serait rayée de la carte, quoi. Donc, on peut imaginer ce que ça veut dire aussi comme destruction dans la campagne alentour. Quand on dit souvent, il n'y a pas grand-chose en Chine d'ancien, oui, mais regardez d'où on vient. On est dans cette période qui a perduré jusqu'aux années 50. Donc dans cette période de violence intérieure chinoise, viennent se réfugier à Shanghai une partie des populations qui sont alentour. Et qui va commencer à organiser la construction? Les premiers vont être en fait les congrégations religieuses. Parce que de manière assez étonnante, ce sont elles qui sont chargées d'entretenir en fait le développement des missions en Chine. Il y a très très peu de maisons commerçantes. Et par contre, il y a cette population qui arrive dans les villes par plusieurs vagues, donc les années 60, 1860, et qui construisent comme on construit à la campagne, sauf que comme on est en ville et que le terrain vaut plus cher, on construit en hauteur. Donc ce type de maison qui s'organise autour de cours avec des ruelles est un modèle complètement rural, qui est urbanisé et que l'on va progressivement moderniser avec des matériaux
Il commence par être construit en bois, puis en briques et bois, puis ça va être en briques et béton, puis ça va être l'arrivée de l'eau courante, etc., etc. Et cette forme d'habitat, si on prend Shanghai, parce qu'on va la retrouver aussi dans des villes, mais de manière beaucoup moins importante, les villes alentours, et même jusqu'au nord de la Chine, jusqu'à Tianjin, on va en trouver. Ça représente quoi dans les années 50 ? Un habitat dans lequel on vit de manière extraordinairement serrée. Après-guerre, après les deux guerres en Chine, vous avez une ville qui a 5 millions d'habitants. Sur les 5 millions, il y en a à peu près 2 millions sans logis. Donc pour répondre à cette crise du logement, ça va être une répartition de l'habitat existant. Ça va être la construction de ce qu'on va appeler les nouveaux villages. Ça, c'est un terme qui est aussi très très mal traduit la plupart du temps parce que ça correspond à beaucoup de formes architecturales différentes depuis un siècle en Chine, et qui sont les cités modèles. Comment on fait pour loger 40 000 habitants? Dessinez-moi, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Voilà un exercice pour les étudiants urbanistes. Et ces Lilong, dans l'imaginaire des Shanghaïens, représentent en fait un mode d'habitat vieux, où on n'a pas de confort, où on entend le voisin derrière la cloison qui est trop mince, etc. Dans le village aussi, là. Exactement. C'est exactement les mêmes configurations. Et je revois en 85, la première fois où j'arrive dans la ville, où je rencontre le bureau d'urbanisme, et ils me disent « mais nous, on veut raser toute la ville parce que c'est insupportable en termes de pollution, c'est la pollution des usines à l'époque, on n'a pas assez de transports en commun et on est avec un habitat particulièrement délabré ». Et cet habitat va commencer à prendre une valeur, je veux dire, à différents niveaux. Chez les intellectuels, sont les premiers en général qui réagissent, à partir des années 80, on va commencer à se dire « mais il y a quand même quelque chose de particulier à Shanghai ». Donc les premières publications, c'est le tout début des années 80. C'est pas fait par les Shanghaïens eux-mêmes en général, parce que l'inconfort est tel que c'est ce qui est d'abord à l'esprit des uns et des autres. Et on commence dans ces années 80, ces années d'ouverture que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi d'ouverture et d'échange avec l'étranger, à lancer toute une série de publications. C'est à l'initiative des Japonais d'ailleurs, le regard extérieur est toujours important dans ces cas-là, qui vont chercher à montrer quelles sont les spécificités des plus grandes villes chinoises. Et puis, c'est une des toutes premières coopérations avec la France. On est à ce moment-là en 86-87 avec l'Institut français d'architecture qui est sollicité pour travailler sur un quartier qui est un quartier de 10 000 habitants, 10 hectares. Comment faire à la fois une amélioration des conditions de vie, une opération de restructuration urbaine, qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on ne conserve pas. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un appel d'idées. Il y avait à l'époque le directeur de l'architecture du port qui avait été là pour juger ce qui avait été fait. Mais dans l'esprit de la majorité des gens, ça n'a aucune qualité. On est en 86, 87, 88. 89 passe par là. Donc tout est arrêté en termes de coopération, en tout cas pas grand-chose a lieu. Et quand les échanges reprennent au début des années 90, la donne a complètement changé puisqu'on est avec la commercialisation du logement. Donc l'intérêt est justement de quitter l'ancien et de se débarrasser une fois de plus de ces vieilleries, puisque être moderne, c'est démolir à l'époque. Et les premières véritables réactions vont commencer, je dirais, comme chaque fois qu'on démolit massivement, à la toute fin des années 90. J'ai en mémoire toute la campagne photo qui, de manière très ironique, est lancée par le groupe de Hong Kong qui fait construire ce qui s'appelle le Nouveau Paradis, Xintiandi à Shanghai. Pour construire ce nouveau paradis, on est dans une opération immobilière avec toute une série de franchises qui sont données à McDonald's et compagnie, ou à des chaînes de restauration, ou à des grands hôtels. Donc en faisant cette campagne, on va utiliser la forme de ce que représente le Lilong
on sollicite ces mêmes professeurs qui avaient contribué à faire connaître ce qu'était cette architecture, et en même temps, beaucoup de livres sont publiés, des albums photos absolument magnifiques en noir et blanc, et donc tout d'un coup, les gens prennent conscience qu'on est sur quelque chose de qualité. À l'époque, entre les années 80 et les années 2000, il y a peut-être le tiers, entre le tiers et la moitié, je vous fais ça à vue de nez, du parc de Célilongue qui a été démoli. C'est aussi l'époque où nous, on vient nous solliciter. Quand je dis nous, c'est l'Observatoire de la Chine, en nous disant aidez-nous à mettre en place une méthodologie pour améliorer la qualité de vie dans les quartiers anciens, tout en sachant comment faire, tout en travaillant avec les habitants, en pensant à l'amélioration non seulement de la qualité de la vie, mais comment est-ce qu'on peut conserver une activité économique, sociale, etc. Mais à l'époque, on est en 98, pour tester, comme souvent en Chine, on teste de manière ponctuelle dans un lieu, et puis si ça marche, on étend et on généralise. On n'est pas à Shanghai même, on est dans une petite ville qui est à côté de Shanghai. Et là, c'est absolument passionnant parce que la méthode qui a été mise en place a tout de suite fait florès, a immédiatement été primée 3 ans plus tard par le ministère de l'Urbanisme. En Chine, ce sont les urbanistes qui mettent en place les plans de protection et l'inscrivent au sein des schémas directeurs. Et c'est cette manière de travailler qui va être appliquée à Shanghai, généralisée, avec cette nouvelle génération de professeurs qui, elle, est aux commandes à 40 ans. Et qui va pouvoir imposer ce que la génération précédente n'avait pas pu mener à bien. Alors, à Shanghai, c'est là, on est dans un cadre absolument exceptionnel par rapport à Pékin. Pékin n'a pas pu se dépêtrer de l'emprise du politique. À Shanghai, le politique était du côté des universitaires pendant cette période de renouvellement des cadres. Et du coup, on a eu un certain nombre de quartiers qui ont pu être protégés. Alors, il y a eu énormément d'opérations immobilières, donc on n'est pas comme dans le Marais, mais en tout cas, pour ce qui restait de Célilongue, il pouvait être protégé. 10 ans plus tard, on est en 2003, 10 ans plus tard, à Shanghai, j'entends encore des professeurs qui disent « Ah, si on avait su, on aurait dû aller beaucoup plus loin ». Parce qu'en fait, on est de nouveau dans cette accélération de la spéculation immobilière et foncière dont tout le monde bénéficie, puisque, on va faire un jeu de rôle. Tu as acheté un appartement. En 3 ans, il a pris de la valeur. Tu en as acheté un second. Non. Et tes parents, piété filiale. Alors ? Les parents, il faut les loger aussi. Donc, en fait, non seulement c'était un investissement, mais en même temps une manière de pouvoir assurer, à défaut d'avoir d'autres systèmes, de pouvoir assurer une sécurité pour l'ensemble de la famille. Donc dans cette situation où tout le monde tire profit d'une situation, qu'il achète ou qu'il n'achète pas, s'il n'achète pas, ça peut être aussi pour tirer une compensation financière par la démolition. Donc la démolition est devenue un enjeu à tous les niveaux de la société. Et là, on est dans des schémas qu'on n'imagine pas parce que là encore, on ne les connaît pas. On ne s'est jamais trouvé dans ce type de situation. Donc non seulement cet habitat populaire a pris de la valeur, enfin populaire, on a toutes sortes. On avait les habitats qui avaient été faits par les entreprises. Imaginez... J'ai le modèle industriel du Nord qui vient là parce que c'était de la même manière ou de la potasse. Allez, je change, je prends l'Est. Une société qui... Voilà, exactement. Et qui va construire des logements pour ses ouvriers, pour la population qui est là. Qui déjà sous-louait et ressous-louait dans les années 30. On a des études qui sont faites à ce moment-là et qui montrent qu'on est dans ce type de spéculation et de suroccupation. Eh bien, cet habitat s'appelle aussi Lilong, puisque là encore, ce n'est pas une forme architecturale, mais c'est une manière de lotir un ensemble en organisant une circulation des espaces qui est une circulation semi-publique, semi-privée. Et je dirais que c'est là où on est dans des espaces
complètement chinois, là encore, parce que finalement, cet espace de la cour qu'on voit dans cet habitat rural, on va le retrouver avec tout ce qu'il comporte comme activités qui sont, pour prendre un langage écologique, qui fait partie des biens communs. C'est là où, quand arrivent les premières machines à laver, où on pose sa machine à laver et on en fait éventuellement profiter les voisins, où on va poser la télé, au début des années 90, et où on en fait profiter les voisins, etc. Donc c'est Lilong, c'était toute cette vie-là qui a permis cette transformation aussi de la société. Aujourd'hui, on est comme dans toutes les métropoles où il y a eu la protection du patrimoine, on est avec une gentrification, mais en même temps une histoire qui reste présente. Parce que comment vivre avec une histoire qui elle-même est sans cesse remise en cause et dont on ne sait pas jusqu'à quel point elle est possible, puisque ces lieux, c'était des lieux qui avaient aucune valeur dans l'histoire maoïste, qui tout d'un coup en reprennent une, et en reprennent une dans une histoire capitaliste. Quel crédit leur accorder et quelle valeur le voir? Est-ce que c'est une valeur au niveau sociétal, parce qu'on aime bien ce qui peut s'y passer? On va trouver toute une partie de la population shanghaïenne qui ne veut pas les quitter pour ça, pour la qualité de la vie qui y règne. Et puis, on va au contraire avoir une partie de la population qui y va parce que, effectivement, ce sont des lieux qui sont assez chics pour des médias, pour tous les nouveaux métiers, pour y habiter. On va voir aussi ceux qui en partent en disant « Oh, quand même, habiter avec des petites souris qui sont là un peu trop souvent, c'est quand même un habitat ancien, on préfère habiter dans le contemporain. » Donc on a un ensemble de cas de figure qui est beaucoup plus large, là encore, que ce qu'on peut souvent avoir en tête quand on parle d'habitat ancien dans les villes historiques chinoises. Alors, encore peut-être deux questions avant que vous puissiez vous-même en poser ou faire des remarques sur le film. Sur l'urbanisation de la Chine, comme vous le savez, il va se tenir à Quito bientôt Habitat 3. Et les Nations Unies publient énormément de documents en ce moment. Et sur la Chine, ils annoncent 150 villes millionnaires en 2030, dont la moyenne de ces 150 villes millionnaires chinoises, en Chine plus précisément, serait de 6,5 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont 30 millions et d'autres qui en auront 1,5 million. Mais bon, alors ça veut dire aussi qu'on a tout un déménagement territorial qui est en cours, que ce que les marxistes appelaient la contradiction ville-campagne est aujourd'hui totalement autre que cette forme-là, qu'il y a des citoyens qui ne sont pas encore des citadins, puisqu'ils n'ont pas le statut de pouvoir être membres à part entière d'une communauté urbaine. Alors, c'est l'heure. Alors, une réponse très rapide. Non, pas de réponse. Non, pas de réponse. Non, j'avais gardé pour la fin FAIM les nouilles. Oui, parce que dans le film, c'est quand même essentiel. Oui. Donc, je voulais retracer l'historique, mais je n'ai pas le temps. Françoise, est-ce que c'est comme ça qu'on les fabrique encore? Moi, c'est la première fois que je le vois, mais juste un détail. Oui. Remarquez pour le banquet qu'il s'offre, c'est le riz. Oui, le riz, absolument. C'est-à-dire qu'on est dans le Nord et que les nouilles, c'est la nourriture de base, et le riz, c'est la nourriture qui vient du Sud. Donc, quand on voulait pouvoir honorer ses hôtes, on servait du riz. Merci beaucoup.